Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et ce soir, on a la chance d'être en compagnie de Natacha Calestrémé. Bonsoir Natacha, est-ce que tu m'entends? Oui, Jocelyn, quel timing parfait. Merci Najib. Merci Natacha d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, on est là pour parler de ton dernier livre en date, parce que j'espère que ce ne sera pas le dernier. Mon nouveau livre. Nouveau livre, se donner toutes les chances. On l'a vu dans la présentation. Donc, c'est un livre d'entretien que tu as mené avec quatre scientifiques, enfin trois médecins et une chercheuse, une docteure en biologie moléculaire. Donc Thierry Janssen, Gérard Osterman, Isabelle Mansuy et Jacques Besson. Tu vas nous dire qui ils sont. Je pense que je n'ai pas besoin de te présenter toi. Oh ben si, peut-être. Non, j'en sais Juste en deux mots, parce qu'on a rien. vu, voilà, on a vu Non, dans mais la c'est vrai, tu as présentation. raison, ça a été vu sur la vidéo, c'était magnifique. Très bien. Je suis journaliste, documentariste et auteur, bien sûr. Et on se connaît pour avoir notamment travaillé ensemble, bien sûr, à Inexplorer. Écoute, ravi d'avoir cet entretien avec toi parce que ce bouquin, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très, très agréable à lire. Il y a une écriture fluide, bien sûr. On retrouve ton style très journalistique et cette forme d'entretien, moi, j'aime beaucoup parce que ça se lit assez facilement finalement. Et puis, bien sûr, tes interlocuteurs, ils ont des choses très intéressantes à dire aussi. Donc ça, c'est d'autant plus agréable. C'est très documenté aussi, bien sûr, hein. Tu donnes tout un tas de sources et de ressources. Donc l'idée, c'est de se donner toutes les chances, c'est-à-dire en fait de concilier, de réconcilier la médecine qu'on dit conventionnelle et puis celle qu'on dit non conventionnelle ou alternative. Et donc on parle aujourd'hui de médecine intégrative en fait pour parler justement de cette réconciliation entre ces différentes approches. Pour commencer, je voulais te demander si tu avais le sentiment que ça progressait quand même un petit peu en France, parce que je me souviens, moi, d'avoir lu une interview qui avait été menée par Stéphane Alix, d'ailleurs, à l'époque, Oui. Mm. avec David Servan-Schreiber, notamment, des gens comme ça, qui disaient que oui, ça y est, ça bougeait, les médecines alternatives étaient notamment, commençaient à être enseignées dans les écoles de médecine aux États-Unis. Euh, Là, on est presque 15-20 ans après. En France, il semblerait que ça soit quand même beaucoup plus lent, non? Oui, alors c'est vrai que tu as raison, ça s'ouvre et chaque année qui passe, les choses vont de mieux en mieux. Mais on revient de loin. On revient de loin et Thierry Janssen l'explique assez bien, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu ce qu'ils ont appelé, enfin, ce qui a été appelé le miracle grec 5 siècles avant Jésus-Christ, où en fait, on a des philosophes grecs qui décident de non pas penser le monde, mais essayer de rentrer au plus petit du détail pour essayer de comprendre tout. Et c'est comment dire, au 8e siècle, au moment du siècle des Lumières, que cette pensée un peu réductionniste prend encore plus d'ampleur et qu'on va vraiment euh, essayer de tout comprendre en découpant tout et en ramenant au plus petit. Alors c'est formidable. C'est formidable parce que ça permet d'être de plus en plus pointu, de chercher les causes, etc. Et dans cette pensée, en fait, où on va devenir de plus en plus spécialisé, eh bien, il y a effectivement une vision où on perd un petit peu l'émotion. Et, euh, et donc, heureusement, le, de plus en plus de médecins s'intéressent à la question. Il y a une étude qui est sortie de l'IFOP qui dit que 86% des Français s'intéressent aux médecines non conventionnelles, aux médecines douces, si on peut les appeler ainsi, mais que 44% estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations sur cette question. Et c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose comme information. C'est vrai que c'est pas évident, qu'il y a beaucoup de dérives et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et que la santé est un sujet éminemment sérieux, et que la médecine classique dite conventionnelle n'est pas une option, qu'elle est voilà, que c'est celle vers laquelle on doit se tourner en priorité. Euh, et moi, il y a rien de plus merveilleux quand je donne des conférences et que ça m'est arrivé là récemment. J'étais
où est-ce que j'étais d'ailleurs, parce que je n'ai pas arrêté de bouger. Mais c'était à Paris, où il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, je suis médecin et je me forme de plus en plus à cette technique. Et c'est magnifique parce que c'est très encourageant. Mais aujourd'hui, il y a tellement eu de critiques sur ces médecines parallèles qui ne sont pas validées par la science, que même les médecins ont du mal à dire qu'ils se forment, C'est ça, ouais. qu'ils s'intéressent à la question. Il y a une Euh, espèce de gêne, une espèce de honte parce qu'il y a un système qui ne reconnaît pas justement ces approches-là globalement. Enfin, en tout cas pour ce qui concerne la France, quoi. L'Académie de médecine. Alors c'est intéressant que ton préfacier soit justement un membre de l'Académie de médecine, hein, Patrice Queneau. Parce que lui, il s'engage dans cette préface aussi. Donc ça, c'est aussi un symbole fort. Il dit il est favorable. Il dit qu'il souscrit quasiment à chaque mot de ton livre. Ça, c'est incroyable parce il est doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne, il est professeur de médecine, il est effectivement membre de l'Académie de médecine et de pharmacie. C'est impressionnant, moi, ça m'a ému véritablement. Et il fait partie du CUMIC, qui est ce centre universitaire en fait qui regroupe des chercheurs et des médecins qui s'intéressent justement aux médecines complémentaires. alors, Et ça veut dire quoi le CUMIC exactement? écoute, là, c'est la colle. Attends, on va chercher. Centre universitaire On va chercher. pour Excuse-moi, promouvoir les médecines, médecine intégrative et complémentaire, je crois, un truc comme ça. D'accord. Donc, mais C'est ça. Collège universitaire de médecine intégrative complémentaire. Excuse-moi, je voulais pas te piéger. pas Euh, grave. alors, J'assume le fait de ne pas tout savoir. ouais, parce qu'il y a énormément d'informations dans ton bouquin, donc forcément, je sais ce que c'est. On n'a pas tout en tête non plus, hein. Ouais. Tu as cité Thierry Janssen. Alors Thierry Janssen, c'est pareil, on n'a pas besoin de le présenter. Je pense beaucoup de gens le connaissent. C'est un psychothérapeute qui était auparavant un chirurgien et urologue, il me semble-t-il, qui s'est voilà reconverti dans la psychothérapie, travaille en Belgique, etc. Il est très connu. Il est lui-même auteur. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes trois autres interlocuteurs quand même qui sont, je Bien pense, sûr, moins connus du grand public? tout à fait. En fait, moi, j'ai choisi des médecins et des chercheurs. Alors, Gérard Osterman, parce qu'il est médecin, professeur de médecine, psychothérapeute, membre également du CUMIC, et donc est ouvert à ces pratiques. Et un professeur de médecine, voilà, c'est dans le dur et quelque chose de très sérieux. Et donc, pour moi, il était essentiel. Jacques Besson, il est médecin aussi, psychiatre, professeur de psychiatrie en Suisse. Et, euh, et tout ce qui concerne la psyché, c'est super important parce que dès qu'on s'intéresse aux émotions, on voit, voilà, et qu'on comprend qu'il y a un lien entre les émotions et notre bien-être et notre santé, eh bien finalement, c'est essentiel. Euh, donc voilà pour Jacques Besson. Ensuite, il y a effectivement Thierry Janssen. Thierry Janssen, je l'ai choisi parce que il est un des rares médecins, ancien chirurgien, tu l'as dit, et urologue, qui s'est formé à presque toutes les pratiques conventionnelles. Et donc, il a d'abord un trousseau d'outils incroyable, mais surtout, il peut en parler magnifiquement bien. Et Puis puis, il connaît bien l'étymologie. À chaque intervention, il décortique hein, le sens d'un mot. il est incroyable, c'est un puits de science, il est vraiment brillant. J'ai passé un bon moment avec tous. Et puis, la dernière, c'est une femme, il fallait une femme, c'était indispensable à mes côtés, Isabelle Mansuy, qui est professeure en neuroépigénétique. Elle est pionnière en hérédité épigénétique. C'est une Française. Elle travaille à l'école polytechnique technique de Zurich. Et donc, une pionnière dans la question, c'est essentiel. Pourquoi l'épigénétique? Parce que c'est la discipline, et je crois que tu veux qu'on en parle, Ouais. c'est la discipline qui relie parfaitement bien la science dure et les médecines complémentaires, en tout cas un certain nombre d'entre elles, et qui fait un pont merveilleux entre les deux. Donc c'était pour moi essentiel. Voilà. Et ça a Oui, été costaud de mettre les choses de telle manière à ce qu'elles soient intelligibles et compréhensibles pour tous. Je me suis vraiment
mis l'objectif qu'un enfant de 11 ans puisse comprendre. C'est toujours comme ça que j'écris, en fait. Hum. Oui, Voilà. bah, écoute, c'est très accessible, effectivement. Et puis, tu fais intervenir ces quatre interlocuteurs et interlocutrices sur les mêmes thématiques en plus. Donc, tu recoupes, tu croises des interviews. J'imagine ça a demandé pas mal de travail, effectivement, de construction, de mise en forme. On va revenir sur l'épigénétique, effectivement, parce que c'est tout à fait passionnant. Et c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, parce que ça fait le lien aussi avec le transgénérationnel. Et ça passionne beaucoup les gens. Mais l'exemple que tu as donné là tout à l'heure me semble très significatif d'une médecin qui disait je me forme moi-même presque en catimini. En tout cas, il me semble que c'est très dépendant des thérapeutes eux-mêmes. C'est eux qui font une démarche parce que la fac de médecine les amène pas à ça. On leur parle pas de ces approches conventionnelles ou on leur en parle pas avec beaucoup de respect, en tout cas pendant leurs études de médecine. Donc, c'est vraiment les thérapeutes eux-mêmes, les médecins ou thérapeutes qui choisissent de se former à différentes disciplines, finalement. C'est très individuel comme démarche. Bien sûr, et la plupart du temps, les médecins qui se sont intéressés à ces pratiques non conventionnelles, ils l'ont fait un peu malgré eux, soit parce qu'un de leurs proches a eu une maladie chronique dont ils n'arrivaient pas à venir à bout, soit parce que euh, ils ont eux-mêmes eu un problème de santé, une maladie orpheline. En tout cas, c'est souvent une grosse épreuve, quelque chose qui leur est arrivé, qui les a incités en fait à s'ouvrir à d'autres choses. Je me souviens que l'année dernière, à Bordeaux, je donnais une conférence et plusieurs personnes viennent me voir pour dédicacer le livre. Et arrive une dame qui était soutenue par son mari et son fils. Et elle me dit de manière très émue, est-ce que vous pouvez m'aider, etc., à travers les protocoles. Et, euh, et je lui dis, non, non, je ne peux pas, je ne prends plus de consultation, etc. Et son mari à côté me dit, je suis médecin, ça fait 10 ans que ma femme ne marche plus, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Et c'est incroyable parce que tu vois qu'à travers cette démarche que bien, finalement, c'est quand on est au pied du mur Mhm. qu'on s'ouvre à des choses. Et souvent, c'est aussi le cadeau de la vie. C'est-à-dire que, honnêtement, Jocelyn, s'il ne m'était pas arrivé un certain nombre d'épreuves, et notamment de santé, est-ce que je serais devant toi aujourd'hui? Je suis pas sûre. Mhm. J'aurais même jamais écrit ces livres. Donc, parfois, à travers un problème, et d'ailleurs, le professeur Osterman en parle, il faut, il faut non, mais euh, ce que j'essaie d'apporter à travers ce livre et grâce à ces quatre experts, c'est plus qu'une réconciliation entre les médecines, c'est un cheminement que je propose. C'est un cheminement pour essayer de considérer la maladie autrement, pour considérer notre rapport à la maladie autrement, pour essayer de voir si on n'a pas quelque chose à comprendre. Ce que j'allais dire, c'est que le professeur Osterman, il dit, qu'est-ce qu'elle a à nous dire de nous, de nos souffrances, cette maladie? Pas qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire, pas du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui demande réparation à l'intérieur de moi sur le plan émotionnel? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui demande guérison? Quelque chose d'ancien qui demande guérison. J'aime beaucoup ce terme qu'il emploie. Et ce cheminement-là, euh, eh bien, finalement, moi, c'est ce qui me restera de ce livre. C'est que je ne suis pas malade, je touche du bois, mais euh, je me dis la prochaine fois que je serai malade, même si c'est un petit rhume, quelque chose, n'importe quoi, j'essaierai de mettre en, euh, en application les enseignements de ces experts euh, Mhm. parce qu'il y a un positionnement face à la maladie, face à nos propres ressources qui est essentiel. Je vais juste donner un exemple. Euh, Parmi les éditeurs, chez Plomb, il y a il y en a un et sa maman est en train vraiment elle
elle est au plus mal, elle est en train de mourir. Enfin, vraiment, c'est la fin de sa vie. Et pendant tout un week-end, il lui a lu intégralement l'ensemble du livre. Mmh. Et il m'a dit, elle est tout le temps allongée, elle ne bouge pas. Et le dimanche soir, quand j'ai fini de lui fier le livre, je l'ai retrouvée, elle s'était relevée dans son lit. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une énergie, d'une envie, quelque Mmh. chose qui se reliait en fait oui, à la vie en elle. Et ben, je trouve ça incroyable, magnifique, de se dire que finalement, on a peut-être quelque chose qui va faire recirculer la vie à l'intérieur de nous. Mmh. C'est intéressant que tu utilises ce mot d'énergie parce qu'il est omniprésent dans le livre, bien sûr, et pourtant la médecine n'en parle pas, ne reconnaît pas, enfin la médecine donc conventionnelle ne parle pas de cette notion, même si la plupart des médecins savent qu'il y a cette notion quand même d'énergie vitale, l'envie de vivre et tout ça, c'est des concepts un petit peu fumeux, c'est toute la difficulté. Euh, Est-ce qu'on n'est pas face à une difficulté justement pour évaluer ces pratiques-là? Parce que en France, effectivement, ça a aussi des bons côtés d'avoir une médecine très technique, très cartésienne, comme on dit. Mais c'est une médecine qui repose sur les preuves, comme on dit, et par conséquent, même Patrice Queneau, dans sa préface, il le dit, il faut une démarche d'évaluation de ces pratiques-là. Qu'est-ce qui bloque? Je sais qu'il y a une méthode, la Tipeee, par exemple, qui est en cours d'évaluation à Montpellier. Tu en parles dans ton livre. Euh, Là, il y a un exemple d'une démarche alternative qui est évaluée selon un protocole donc d'études cliniques en fait, hein, qui est la procédure de validation des thérapies, des médicaments et tout ça. Euh, Pourquoi cette méthode-là a pu bénéficier de cette procédure d'évaluation? J'ai vu qu'il y avait des assurances qui participaient. Les assurances sont concernées en quelque sorte, évidemment. Comment on fait pour financer ça? C'est toute une problématique assez complexe, mais il semble qu'il faille en passer par là, effectivement, par cette démarche d'évaluation. Et il faut lever déjà certains blocages, certains freins intellectuels, et puis ensuite trouver effectivement les moyens de faire ça. C'est complexe, quoi. Complètement. Alors, il y a 3 questions dans ta question. Donc, je vais commencer à travers l'énergie pour dire que ce que tu disais est très juste. C'est-à-dire que Thierry Johnson, il dit dans un cursus de médecine, l'énergie, elle est abordée sous la forme calorique. C'est tout. Mmh. Le pouvoir calorique des aliments. Mmh. Bon. Alors que si tu te penses sur la cellule, les cellules et les milliards de cellules qu'on a dans le corps, elles sont constituées de mitochondries. Ce sont des organites qu'on appelle des centrales électriques. Mmh. Donc, on est constitué de milliards de centrales électriques. C'est Une quand même centrale énergétique, ouais, qui produisent avec l'ATP, c'est ça, avec voilà, voilà. Donc c'est quand même nier, ben voilà, l'effet enfin, en tout cas, ne pas le considérer. Et c'est enfin, l'énergie, et on sait tous que l'énergie, comment dire, bah, elle est difficilement, comment dire, enfin, elle est invisible. Donc, On fait pas d'équivalence entre cette notion d'énergie biologique et puis l'énergie psychique, le goût de la vie. Je crois qu'il y a une espèce de scission qui se fait aussi à ce niveau-là. Alors que finalement, c'est la même chose, c'est une seule et même énergie, très probablement. ça, j'ai envie de dire que c'est un peu, c'est à chacun de voir ce qu'il met dans le mot énergie. Mhm. C'est compliqué, en fait, de dire, voilà, de poser des choses. Ensuite, par rapport à ta question sur Tipeee et sur les évaluations, effectivement, que ce soit le CUMIC ou d'autres organismes qui prônent une évaluation des médecines complémentaires ou alternatives, j'ai envie de dire c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de dérives, euh, parce que parce qu'aujourd'hui, on voit des choses un peu, voilà, kinésithérapeute quantique, tu vois, pourquoi pas coiffeur quantique. Enfin, il y a des choses qui sont un peu excessives, et on prend un peu les gens pour des idiots. On sait pas très bien ce que c'est que la physique quantique, en tout cas expliquer. Et puis,
donc, il y a des dérives en tout cas, et on voit fleurir des choses qui n'ont pas de sens. Donc, c'est important d'évaluer les choses, mais évaluer comment? Dans la mesure où aujourd'hui, le système d'évaluation, en tout cas pour les médicaments, ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés, les ECR, qui sont d'après en fait, des protocoles bien précis en les comparant à un placebo. Bon, ben, ça, c'est très scientifique parce que c'est reproductible. Par contre, euh, un guérisseur, par exemple, qui va enlever un zona, eh ben, ça va marcher pour quelqu'un et puis ça va pas marcher pour un autre. Donc c'est difficilement reproductible. Et ça, c'est le professeur Osterman qui dit, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement une pratique qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas fondée, qu'elle n'est pas digne d'intérêt. Et il dit même, si dans le cas, après un deuil douloureux, quelqu'un vient me voir en me disant, j'ai fait un eczéma et que je sais très bien que je ne peux rien faire pour lui, que par contre, je connais un guérisseur ou un magnétiseur qui fait ça très bien, que j'ai testé moi-même, il le dit, il le précise dans le livre, et qu'on me demande, bah, que le patient me dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un, docteur? Je vais bien évidemment lui donner les coordonnées parce que l'intérêt du patient prime. Et ça, ce qu'il dit, c'est super important parce que dans les querelles de clochers qu'on voit partout, bah, on oublie juste que ce qui est important, c'est l'intérêt du patient qui prime sur tout. Donc, et d'ailleurs, dans le chapitre 14, on aborde bah, justement toutes ces pratiques. Et puis, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui dit c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de médecins qui s'intéressent à ces pratiques parce qu'ils pourraient devenir des référents. Si moi, j'arrive et que j'ai fait appel à un thérapeute ou je veux faire appel à un thérapeute et je ne sais pas vraiment si c'est intéressant, si c'est valable, etc. Si je sais que mon médecin est ouvert, ben, je vais pouvoir lui en parler. Et lui va pouvoir m'alerter, me dire ah non, attention, ça c'est de l'ordre de la dérive sectaire. Attention, est-ce qu'il vous a demandé d'enlever tous vos médicaments? Il n'est pas médecin. Ah, il vous a demandé ça? Donc là, il y a un problème. N'y allez plus. Et ça, c'est aussi le rôle du médecin. Donc, s'ouvrir à ces pratiques, c'est aussi permettre moins de dérives, moins d'abus. Après, pour les encadrer, et ça c'était ta question finale, je dirais, euh, c'est extrêmement compliqué. On, on, Tout le monde voudrait pouvoir encadrer, mais même ceux qui ont réussi à encadrer, par exemple, dans l'ostéopathie, dans la naturopathie, eh bien, tu as toujours un nouveau groupe qui se crée, qui va faire des choses autrement et qui peut amener des dérives. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est vrai que là, déjà une démarche d'évaluation et de validation donnerait des gages, hein, quand même, donnerait des réassurances. Quand tu dis si mon médecin est ouvert, si en fait j'ai envie de dire si mon médecin est ouvert, je vais déjà mieux quelque part parce qu'il y a plein de pages dans ton livre qui sont vraiment passionnantes sur la relation médecin-malade, sur l'effet placebo, sur le fait qu'il y a cette intention qui guérit déjà. Tu fais référence à un documentaire que tu avais fait, c'était pour la série de Stéphane, je pense, sur des coupeurs de feu, des passeurs de feu. Et tu fais valoir l'argument que un coupeur de feu intervenait à distance sur un bébé. Et donc, le bébé ne pouvait pas savoir que finalement on agissait sur lui. Et pourtant, ses pleurs cessaient. Et là, je crois que c'est Osterman encore, hein, qui est vraiment passionnant, qui dit oui, mais il y avait la maman, il y avait quelque chose qui se passait peut-être au niveau de la maman, qui comprenait qu'il y avait quelque chose qui se jouait pour son bébé. La maman savait effectivement qu'on faisait quelque chose sur son bébé et il dit, et c'est vrai que c'est passionnant, j'avais jamais vu les choses ainsi, il dit qu'est-ce qui se passe de l'ordre tout se passe dans la relation et peut-être qu'à travers la relation entre ce bébé et cette mère qui sait que il y a un coupeur de feu, quelqu'un qui enlève la brûlure à ce moment précisément,
il y a une confiance qui s'installe à l'intérieur d'elle, une certitude que son enfant va guérir et qui est communiquée à l'enfant qui est à côté de lui. Et en effet, ça peut complètement jouer. Donc, et d'ailleurs, tu vois, je vais juste refaire un aparté pour revenir sur les dérives, parce que il y en a. Il y a un exemple qui est arrivé, quelque chose à un de mes proches, et qui montre, on va dire, les limites de toutes ces médecines, et qui montre que ben, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a quelque chose à réinventer, en tout cas à s'ouvrir. Cette personne, un monsieur, avait une très très grosse douleur au ventre, une douleur vraiment très forte. Et puis, costaud, quoi, genre, c'est pas la mauviette qui pleure pour rien, costaud. Bon, il fait toutes les analyses pas agréables du genre célioscopie, coloscopie, etc., auprès de la médecine conventionnelle, et on lui dit, vous n'avez rien, monsieur. 3 petits points, c'est dans la tête. Bon. Euh, et mon père de dire, enfin bon, vous avez compris que c'était mon père. Puis je me suis, je me suis trahi de dire, oui, mais là j'ai mal au ventre et c'est pas dans la tête. Bon. Et, euh, et donc, oui, mais c'est dans la tête, c'est psychologique. Bon. Et c'est d'ailleurs Osterman qui dit, mais si c'est dans la tête, c'est que déjà, il y a un domaine psychique qui est atteint et c'est important d'ouvrir dessus. Alors, à cette époque-là, je réalisais les enquêtes extraordinaires avec Stéphane, effectivement, Alix, mon mari, et j'étais en contact avec un guérisseur qui était formidable, qui était très, très bon. Et je l'appelle, il habitait à 600 km de là, et je lui dis, est-ce que tu peux, à distance, essayer de me dire ce qu'a mon père, donc. Alors il me dit, oui, je crois que je peux y arriver. Il me dit, je vais chercher, donne-moi 1 heure et je te rappelle. Au bout d'1 heure, il me rappelle. Et il me dit, il a un problème à la deuxième lombaire. Alors je dis, mais il a pas mal au dos. Il me dit, mais écoute, moi, c'est ce que l'information qu'on me donne. Bon, c'est troublant. Alors, je rappelle mon père, je lui parle de ça, et il me dit, j'ai pas mal au dos. Je dis, écoute, vérifie, va voir ton médecin et dis que tu as mal au dos. Bon, il me dit, mais j'ai pas mal au dos. Je dis que tu as mal au dos. Alors, il retourne voir le médecin. Et on lui fait passer un IRM et on trouve une hernie à la deuxième lombaire. Bon, très bien. De là, je rappelle le guérisseur en question, qui était quand même très balèze d'avoir trouvé ça à distance, à 600 km, sans jamais avoir rencontré mon père. Et puis, je lui dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il me dit, oui, on me dit que oui. Donc, bon, je ne sais pas comment ça se passait pour lui, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, enfin, quand on a envie de faire voir guérir quelqu'un, on est prêt à tout. Bon, alors je lui dis, bah, je te fais venir. Alors je le fais venir, il fait 600 km, il voit mon père 1 heure, et il le guérit instantanément. Mon père n'a plus jamais eu mal. Mais l'histoire n'est pas finie. C'est que ce guérisseur-là en question, il avait de tellement bons résultats qu'il s'est pris pour Dieu le Père. Et aujourd'hui, il est maçon. C'est-à-dire qu'en fait, il a perdu son don. Il n'est plus guérisseur du tout. Et que évaluer, oui, mais il faudrait évaluer dans le temps aussi le nombre de thérapeutes que j'ai rencontrés qui étaient bons à temps et puis qui ne l'étaient plus après parce qu'ils avaient un ego surdimensionné et qu'ils avaient perdu pied avec la réalité. Ça fait d'ailleurs partie des critères qu'on définit dans le livre. Si jamais un thérapeute, quel qu'il soit, est convaincu que seule sa technique va vous guérir, au secours, au secours. Donc, il faut fuir, il faut faire attention. Donc voilà, donc c'est quelque chose, on n'est pas à l'abri de quelqu'un et qui peut perdre son don et qui, pour continuer à vivre, va devenir un charlatan. Voilà. Et ça, eh ben ça, c'est des risques importants.
Ouais. Et il faut savoir que ça existe. Tu en parles, je crois, avec Thierry Janssen, effectivement, qui mentionne ce fait que des guérisseurs, des passeurs de feu peuvent perdre le don, mais parce qu'effectivement, ce don, il vient d'un lien d'ordre spirituel, hein, ils le disent quasiment tous, c'est-à-dire qu'ils font des sortes de prières, quoi, finalement. Donc, il y a une relation avec quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, et j'imagine qu'effectivement, si eux se croient détenteurs de ce don, quelque part, ça peut leur être enlevé, finalement. Donc, son histoire, elle est forte, mais je ne suis pas complètement surpris non plus de ça. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. Alors, c'est là où j'ai beaucoup appris, c'est que Osterman, il dit une chose, il dit, il faut rester humble devant la guérison parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Un grand mystère. Voilà, il dit, euh, qu'est-ce qui fait la guérison? C'est le fait que j'ai confiance, moi, en tant que patient, en mon thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'autre, que je suis convaincue qu'il va me trouver mon traitement. C'est aussi le fait que le thérapeute est confiant dans mes propres ressources. Moi, en tant que patient, il a confiance en mes ressources. Il sait que je vais mettre de mon mieux pour guérir. Et c'est d'ailleurs pour ça, à travers les questions qu'on se pose, ça peut être, est-ce que vous avez vraiment, enfin, le thérapeute en question est en droit de se demander si la personne a vraiment envie de guérir ou pas. Parce qu'il y a plein de situations où on n'a pas forcément envie de guérir, parce que la maladie apporte plus de bienfaits que s'il n'était pas là. Quelques exemples précis. Si on est une personne âgée, totalement isolée, le médecin, c'est parfois la seule personne qui est là pour nous écouter. C'est aussi peut-être l'attention des enfants et des petits-enfants qui tout d'un coup s'intéressent à nous alors qu'ils ne s'intéressaient plus à nous. Ça peut être le fait de rester au lit et de ne pas aller ni à l'école, ni au travail. La maladie, c'est peut-être un moyen de rester avec une personne qui va bientôt partir. Donc, il peut y avoir un intérêt dans cette maladie. Et ça, le thérapeute, le médecin, doit être à même de questionner, savoir. Surtout que ça peut se jouer au niveau inconscient aussi chez la personne, chez le patient. C'est presque toujours inconscient quand il s'agit de cet ordre-là. On ne sait pas. Donc, il y a effectivement l'intérêt du patient pour guérir, voilà, son envie de guérir. Et puis, effectivement, les ressources que l'on a et celles que perçoit le soignant en nous. Et ensemble, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, les liens qui sont mis en œuvre pour aller vers un résultat, vers un traitement qui va me convenir. Et c'est tout ça, cette alliance thérapeutique et cette croyance d'attente que ça va marcher et que je suis dans les mains de quelqu'un qui me convient parfaitement, qui va m'aider, que ça va fonctionner. Je vais donner un exemple comment dire, qui montre combien l'importance du thérapeute et la croyance d'attente est essentielle. C'est un exemple qui est donné par Thierry Janssen dans le livre. J'ai, à travers mes livres, abordé beaucoup la question autour de la place, de l'invisibilité qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre profession, dans notre couple ou dans notre famille. Bon. Et il me dit, alors oui, je lui dis, oui, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire si on se sent complètement invisible dans notre vie, dans un domaine de notre vie? Il me dit, imaginons qu'une patiente de cet ordre-là vient me voir et qu'elle va voir un psychothérapeute ou un psychiatre, disons un psychothérapeute, qui va la questionner et lui poser des questions sur son enfance. Et elle va se rendre compte que les parents de cette femme, quand elle était toute petite, eh bien, pour avoir la paix, ils étaient très autoritaires, et parce que comme ils travaillaient beaucoup, elle a très vite compris que être silencieuse dans un coin,
c'est avoir la paix, c'est pas être giflé, c'est pas subir l'autorité du père. Bon. Et que la psychothérapeute en question lui dit, mais madame, aujourd'hui vous êtes grande, aujourd'hui vous avez le droit de prendre votre place, aujourd'hui vos parents ont fait leur vie, vous avez le droit de vous exprimer, et qu'à travers ce qu'elle va dire, ça va lui parler. Mais bien sûr qu'elle va prendre une autre place. Imaginons que la même personne voit un guérisseur, parce que ça correspond à sa culture et que elle n'a pas de préjugés par rapport à ça. Et que le guérisseur lui dit, votre problème, madame, est dû au fait que votre grand-père avait volé son voisin et que du coup, vous payez karmiquement les problèmes du grand-père. Et que ça lui évoque quelque chose parce qu'elle se souvient qu'il y avait toujours eu des carabistouilles entre son grand-père et le voisin. Et qu'elle ne l'a pas dit au guérisseur. Tout d'un coup, ça fait sens. Et que le guérisseur, il fait un acte de psychomagique et que tout d'un coup, elle est convaincue que c'est terminé, ce qu'a vécu son grand-père, ça ne pèse plus sur ses épaules. Bien sûr que ça va marcher. Troisième cas, imaginons que cette même femme va voir un thérapeute spécialisé en psychogénéalogie qui lui dit, Madame, dans votre famille, vous avez une grand-mère, donc en faisant des recherches et en lui posant des questions, bien sûr. Votre grand-mère a subi un inceste par son père, vous m'avez appris ça. Finalement, le fait de se cacher, d'être invisible, c'est vivre. Votre mère a connu la guerre et être invisible, c'est ne pas être tué par les Allemands. Et donc, vous, dans votre vie, si vous faites des rituels pour s'éloigner, en fait, pour éloigner ou pour couper cet héritage émotionnel, vous allez vous en libérer. Tout ça, c'est des pratiques que je connais bien. Hein. Bon, et que ça lui parle. Mais bien sûr que ça va faire effet. Donc, on voit bien que à travers, finalement, le même symptôme, une invisibilité, une place qui n'est pas assouvie dans son couple ou dans notre travail, eh bien, on a plusieurs façons de le traiter, plusieurs explications, et c'est celle qui va parler en fait à la personne qui va matcher. Moi, j'ai plein de personnes qui m'ont écrit en me disant, j'ai fait 10 ans de psychothérapie, ça n'a rien fait. Avec vous, je fais des protocoles, le protocole 7 pour nettoyer les liens de souffrance avec ma grand-mère qui a vécu ça et ça. Et tout d'un coup, ping, ça marche en un temps record. Mais peut-être que si cette personne n'avait pas fait la psychothérapie avant, ça n'aurait pas marché. Et deux, c'est peut-être de la chance parce que ça correspondait à ses croyances et en tout cas, ça lui a parlé. Peut-être qu'elle aurait fait autre chose et ça aurait marché de la même manière. Voilà. Donc, il faut éviter la toute-puissance et comme le dit Osterman, rester humble face Rester à... humble, oui. C'est important, ça revient souvent aussi. Oui, tu fais référence à tes précédents livres, donc la clé de votre énergie, trouver ma place. Je précise que dans ce livre-là, il y a aussi un petit carnet à la fin pour l'aspect interactif, hein, de suivre sa santé. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Alors l'aspect transgénérationnel, psychogénéalogie, tout ça, c'est assez passionnant parce qu'en lisant ton livre, il y a beaucoup d'exemples qui sont pas tous dramatiques, heureusement, mais on se rend compte quand même à quel point les gens sont malades de ce qu'ils ont reçu de leur éducation, de leurs parents, de leurs grands-parents, des non-dits, effectivement des choses qui remontent à plus loin, mais que beaucoup de gens rendent leurs enfants malades sans s'en rendre compte, malgré eux, j'imagine, ou parce qu'ils sont pas tous mal intentionnés quand même, heureusement. Il y a des parents maltraitants, évidemment, mais tous ne le sont pas, et malgré tout, on se trimballe tous ça de notre enfance, de traumatismes enfouis, etc. Et c'est quand même terrible. J'espère que les générations qui viennent sont plus sensibilisées à cet aspect-là et font plus attention à la façon dont ils élèvent leurs enfants, parce que tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, de rendre ses enfants malades à ce point-là, comme ça, par ces Alors, attitudes. je suis très contente que tu t'abordes ce point-là parce que ça va me permet de dire quelque chose que je dis pas souvent et qui est super important. C'est que très souvent, les personnes me disent, oui, mes parents ont vécu ça, mes grands-parents ont vécu ça, ils m'ont fait vivre ci, ils m'ont fait vivre ça, et donc moi, je porte ça, ça, ça.
Alors, ce que je vais dire n'engage que moi. Mhm. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma vision des choses. Chacun trie. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, et c'est très bien. Voilà, ça c'est important de le préciser. C'est ma vision, mais j'ai aucune preuve de ce que j'affirme. Ça, c'est important de le préciser. Bon, alors, dans ma vision des choses, quand on s'incarne, c'est comme si notre âme, finalement, décidait d'un certain nombre de blessures. Voilà, dans cette vie, je vais expérimenter la blessure d'abandon ou de rejet. Je vais expérimenter la blessure d'injustice. Je vais expérimenter la colère et je vais expérimenter la peur. Voilà, prenons ces exemples-là. Et on va attirer à nous des situations et des personnes tout au long de notre vie qui vont nous faire vivre ces blessures pour nous donner une chance de nous en libérer. Bon. Donc, finalement, les parents, quand ils nous font vivre des choses, eh bien, j'ai presque envie de dire, alors ça a piqué un peu ce que je vais dire, hein, mais même dysfonctionnant, même très dysfonctionnant, les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. On a choisi nos parents parce qu'on est capable d'en venir à bout, on est balèze. Je donne toujours cet exemple d'un athlète et d'un petit enfant de 3 ans qui partent faire le marché, faire les courses. À la fin, le sac pèse 5 kilos. Qui est-ce qui porte le sac? Bien sûr, ce n'est pas l'enfant, c'est l'athlète, en tout cas l'adulte. Voilà. Donc les épreuves que l'on vit, je ne sais pas si ça rassure, mais en tout cas, on est capable d'en venir à bout. Et j'ai rencontré, il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Cécilia Degnaud, qui est une coach vocale. Elle a vécu l'enfer. C'est pire que Zola, sa vie. C'est l'horreur. Bon. La maltraitance, les viols, l'alcoolisme, le suicide, enfin, c'est bon, bon. Et aujourd'hui, elle a un don extraordinaire. Elle est capable, rien qu'au son de la voix, d'entendre les blessures des personnes, les blessures de l'âme. C'est prodigieux. Elle a un outil fantastique. Bon. Eh bien, elle rayonne, cette femme. C'est un soleil. Bon, je m'égare un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que nos parents dysfonctionnent, oui, mais on est capable d'en venir à bout. Et quand je proposais des ateliers à l'époque, je posais la question systématiquement pour arriver, de quoi vous êtes fier, voilà, dites-moi quelque chose dont vous êtes fier. Et systématiquement, la moitié des personnes me disaient d'en être arrivé là aujourd'hui. Bon. Et j'ai des personnes qui me disent, moi, je veux vraiment faire super attention parce que je veux pas que mes enfants portent ce que je vais pouvoir leur faire vivre. Mais j'ai envie de dire, laissez-leur la chance d'être fiers aussi, d'en être là un jour arrivé après tout ce qu'ils ont vécu. On sait très bien que quand on essaie de faire des choses magnifiques et de penser à l'autre, on passe complètement à côté de la plaque. On le sait. Et voilà. Et donc, on va... Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est pas parce que nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes ont vécu des choses qu'on va en hériter. Pas du tout. Alors, on va y venir à l'épigénétique. Voilà. Non, mais juste pour finir, Ouais. il n'y a qu'à voir dans une fratrie. Ouais. Il y en a, il a une blessure, l'autre, il a une autre blessure. Il y en a un, il vit une épreuve autour de l'argent, l'autre, c'est au niveau du couple. Moi, je dis toujours, on hérite des blessures de notre famille. Enfin, c'est l'enfant le plus à même de venir à bout de la blessure qui en hérite. Voilà. Ça, c'est pour être rassuré. Ouais, moi j'ai tendance à partager ce point de vue, hein. Effectivement, les épreuves, on les choisit en quelque sorte avant l'incarnation dans une perspective où on a bien sûr une vision spirituelle des choses.
Et puis, il y a aussi le fait que les parents ont eux-mêmes été des enfants et qu'ils ont de toute façon vécu la même chose. Ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a plus de prise de conscience de ça Oui, chez les nouvelles générations notamment, et que peut-être justement on va quand même transmettre moins de choses. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'aujourd'hui il y a cette science qui s'appelle l'épigénétique, qui elle donne une contrepartie scientifique pure et dure à ces transmissions transgénérationnelles qui viennent des parents ou même des grands-parents des générations d'avant. Et il faut qu'on définisse un petit peu. Bon, alors tu as déjà répondu au fil de la discussion à certaines questions du chat, hein, mais là on a une question effectivement sur l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique oui. et quelles sont ses promesses? Alors ton interlocutrice Isabelle Monsuy, c'est une grande spécialiste de ça. Ce qu'elle dit est tout à fait passionnant parce que là il y a quand même un potentiel très révolutionnaire dans cette épigénétique. Ce que je trouve extraordinaire dans l'épigénétique, c'est qu'effectivement, je le disais en préambule, elle fait le lien entre la médecine conventionnelle et les médecines non conventionnelles. Pourquoi? Parce que d'abord, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, c'est la discipline qui permet de comprendre l'ensemble, qui essaie de comprendre l'impact des facteurs environnementaux sur nos cellules. Qu'est-ce que c'est les facteurs environnementaux? Notre alimentation, Mhm. les pollutions, notre environnement psychique, Mhm. notre famille, le lieu de vie, nos émotions, ce qu'ont vécu nos parents avant nous. Tout ça, ce sont des facteurs dits environnementaux. Et l'épigénétique, elle regarde l'impact de l'ensemble de ces facteurs sur nos cellules. Alors, il y a une première étude qui a été, enfin, il y a plusieurs études, mais il y en a une qui est très intéressante, qui a été menée aux Pays-Bas en 2010 de mémoire, auprès de plus de 3000 personnes qui avaient connu la famine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette étude montre que les enfants de ces parents qui avaient connu la famine, alors j'ai oublié quelque chose, ces personnes qui avaient vécu la famine avaient des maladies cardiovasculaires, des diabètes et de l'obésité. La chose troublante, c'est que les enfants de ceux qui avaient vécu ça, qui n'avaient pas vécu la famine, développaient les mêmes problèmes cardiovasculaires, obésité et diabète. Le plus troublant, c'est que la génération suivante, petits-enfants, mais alors qui n'avaient même pas entendu parler de cette famine, avaient les mêmes symptômes. Alors, là, à la suite de cette étude, il a été dit, c'est incroyable, à la troisième génération, on voit des choses qui se reproduisent et ce serait cellulaire. Et Isabelle Mansuy attire mon attention en disant non, on n'a pas réussi à le prouver sur le plan cellulaire, on l'a prouvé sur le plan comportemental. C'est-à-dire que si effectivement j'ai manqué, j'ai pas mangé à ma faim, il est évident que quand je vais avoir à nouveau de la nourriture, je vais peut-être chercher à compenser ce terrible manque qui est à l'intérieur de moi. Et qu'à travers cette boulimie, cette attitude en rapport avec la nourriture, je vais donner des habitudes alimentaires à ma descendance. Et elle me dit, pour vérifier que ça aurait été cellulaire et non pas comportemental, il aurait fallu prendre le petit enfant et le mettre dans une autre famille. On ne peut pas Ouais. avoir ça pour les Pour le hommes. problème de l'évaluation, toutes choses égales par ailleurs, là, on est en plein Voilà. dedans. Mais là où c'est super intéressant et essentiel, c'est qu'on voit que une épreuve vécue par une personne peut avoir des effets sur sa descendance, l'enfant, le petit enfant, dans 3 générations, enfin, sur lui d'abord, puis là, par le biais des comportements. Donc déjà, je trouve ça remarquable, c'est-à-dire que une épreuve, par le biais des comportements, impacte nos cellules, notre vie et même notre longévité. Et ça, c'est essentiel parce que l'épreuve,
Qu'est-ce que c'est? C'est une émotion douloureuse. Et donc, cette émotion douloureuse qu'on avait complètement sortie de la médecine en se focalisant sur le symptôme, en réduisant la personne finalement à son symptôme, vous êtes migraineuse, votre cancer, je suis obèse, je suis anorexique, etc., etc. Eh bien, mon inflammation, eh bien finalement, quand tout d'un coup on sort du symptôme et qu'on passe sur la possibilité d'un émotionnel douloureux, ça permet de comprendre des choses autrement et de se dire, tiens, il y a peut-être des choses qui ne m'appartiennent pas et dont je peux me libérer. Après, à chacun de faire ce qu'il veut, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir justement s'en libérer. Mais en tout cas, ça ne m'appartient pas. Et plutôt que de se dire, j'ai tout le temps faim, je mange tout le temps, j'essaie de faire des régimes et j'y arrive pas, etc. C'est nul et je suis nul. Je suis nul. Et tout d'un coup se dire, attends, ma grand-mère, elle a forcément manqué comment dire, de nourriture. Dernièrement, à Genève, je donnais une conférence et une psychothérapeute est venue me voir. Elle me dit, c'est hallucinant parce que j'ai donné cet exemple. Et elle me dit, je viens de comprendre pourquoi. Elle me dit, je n'ai jamais manqué d'argent, j'ai toujours peur d'en manquer. Elle me dit, ma grand-mère a connu une pauvreté terrible et une famine. Et donc, la peur de manquer est inscrite à l'intérieur de ses gènes. L'expression de son... Ou de son épigénome, plus précisément, comme dirait Elisabeth Le Mansuy. Oh là là, je vois que tu as lu le livre dans les moindres détails, Ouais. Jocelyn, tu es merveilleux. Je te donne trois images, tellement c'est merveilleux. Ça m'arrive jamais, ce genre de choses. Hein. Non, mais c'est vrai parce que justement l'épigénétique a un peu ringardisé la génétique où on disait tout est génétique, tout est contrôlé par les gènes, alors que là on comprend que ce qui intervient, ce sont les mécanismes de régulation de l'expression des gènes. C'est ça l'épigénétique aussi, qu'on peut le dire comme ça, la façon dont les gènes sont exprimés. Et donc Isabelle Mansuy parle d'un épigénome. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'on parle des gènes, mais c'est effectivement un génome qui est beaucoup plus large. Bon. Et tu as raison, magnifique. Merci d'avoir fait cette précision. Et donc, ce qui a été montré sur le plan comportemental sur l'homme, Isabelle Mansuy, elle l'a prouvé sur le plan cellulaire, sur le mammifère, sur le rat, les souris, le rat de laboratoire, sur 5 générations. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi aussi à prouver que c'est réversible. Voilà. D'abord, il y a une chose importante, c'est que ce n'est pas systématique. C'est pas parce qu'il y a eu un cancer dans notre famille qu'on aura un cancer. Ce n'est pas, voilà, ce sont des croyances limitantes, tout ça. Ce n'est pas parce qu'un tel a vécu un drame dans son couple et a fini seul que nous, on va finir seul aussi. Non. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça va nous arriver, première chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont vécu une épreuve que ça a impacté leurs cellules, ça peut impacter leurs cellules ou pas. Ça dépend de l'individu. Et Thierry Janssen dit toujours, nous sommes des êtres complexes, multidimensionnels, on ne peut pas résoudre des choses sur une explication. Ça, c'est important. Et donc, finalement, ça peut impacter notre vie ou pas. Ça peut être transmis sur le plan de ce que j'appelle l'hérédité émotionnelle ou pas. Et même si tout ça est transmis, ça peut être réversible. Et elle a montré aussi autre chose qui est super intéressant, c'est que les personnes qui ont connu la maltraitance, qui ont connu des gros stress pendant l'enfance, etc., eh bien, sont généralement plus armées pour faire face à la l'adversité. C'est intéressant. Absolument. Alors, il y a une question sur la méthode Tipeee dont on a parlé tout à l'heure, technique d'identification des peurs inconscientes qui fait l'objet d'une évaluation. On peut faire un petit aparté là-dessus. Tu peux expliquer Bien en quoi sûr. ça consiste? C'est Luc Nicon qui a inventé cette technique. Je me suis formée d'ailleurs, c'est très intéressant. Alors, y a cette technique, cette approche, elle a deux volets. Elle a une approche sur les blessures anciennes, sur les émotions douloureuses anciennes. Et ça, Luc Nicon préconise de faire appel à des thérapeutes
Voilà. Et puis après, il y a une émotion que on vit dans l'instant, et je partage dans le livre la technique pour enlever une émotion qu'on vivrait dans l'instant. C'est pour ça qu'il faut avoir le livre tout le temps sur soi. Je plaisante. Bon, On attend la version poche alors. ouais, voilà, non, puis le prendre en photo, à la limite, c'est plus simple. Bon, euh, donc, euh, et la raison pour laquelle d'ailleurs tu m'avais posé la question et je n'avais pas répondu pourquoi cette méthode fait partie des méthodes qui sont évaluées, c'est parce qu'il y a un nombre incalculable de médecins qui se sont formés. Un nombre. Et j'ai moi-même été formée dans un groupe où le groupe accueil était, la personne qui accueillait était médecin, elle s'était formée à Tipeee, à Paris. Donc, et il y a énormément de thérapeutes qui se forment. Et le principe, c'est finalement de laisser évoluer. Imaginons que vous avez une émotion là, tout d'un coup, vous venez de réaliser que il y a un lien entre quelque chose que vous êtes en train de vivre dans votre vie et puis quelque chose qu'a vécu votre père, votre mère. Tout d'un coup, ça vous donne des pulsations, quelque chose, une sensation à l'intérieur, un stress. Bon. Eh bien, la méthode Tipeee, sur le moment, et je le précise, c'est de fermer les yeux et puis de finalement aller au cœur de ce changement à l'intérieur de son corps et puis d'essayer de contacter en fait deux ou trois sensations, idéalement c'est trois sensations, à l'intérieur de son corps et de les laisser évoluer. Bon, j'explique un petit peu comment faire et on va. Alors voilà, imaginons, j'ai quelque chose au niveau du plexus qui m'appuie et je vais essayer de voir, de regarder comment elle évolue. Est-ce qu'elle change de couleur? Est-ce qu'elle s'en va? Est-ce qu'elle se disperse? Voilà. Et on laisse évoluer, puis ensuite on va regarder, ah tiens, ma hanche, j'ai une petite douleur, et on la laisse évoluer. Voilà. Et en fermant les yeux pour y arriver, pour que ce soit plus simple. Mais simplement, le fait de prêter attention, de ramener à notre corps, aide l'émotion douloureuse à s'en aller. Voilà. La technique est extrêmement simple. Et tellement, et ça marche tellement fort. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui se formeraient. C'est ça, et surtout, ça insiste sur le lien corps-esprit, parce que dans beaucoup d'approches alternatives, peut-être certains pensent à la méditation, à des choses qui sont dans l'esprit, beaucoup finalement, qui sont pas en contact direct avec le corps. On se dit, oui, ça va faire du bien à mon corps, mais je vais travailler sur mes pensées, je vais travailler sur mes émotions, et je vais travailler sur mes visualisations, etc., etc. Alors que là, on fait le lien avec le corps parce qu'il y a cette unité qui est à la base de ça quand même, qui est cette unité corps-esprit qu'on a dans la médecine chinoise, qu'on a dans l'Ayurveda aussi, etc. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à concilier, quoi. C'est-à-dire ne pas oublier le corps, puisque c'est le corps qui est malade. Bien sûr, et tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que le corps ressent l'émotion avant qu'on la mentalise. Si, par exemple, quelqu'un me dit t'es nul, bon, bah, à l'intérieur de moi, instantanément, il y a quelque chose qui se compresse, je vais peut-être sentir quelque chose au niveau de ma glotte ou tout de suite dans le corps, on sent les choses. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui est malade, un chômage, euh, bien sûr que le corps le sait. Et d'ailleurs, ça c'était dans la clé de votre énergie, je crois, mais le docteur Robert Corvisier, qui est acupuncteur, m'expliquait, il me dit, le corps est très bien fait. Par exemple, la colique, la diarrhée, désolé, hein, bon, euh, il dit, ça, très souvent, c'est lié au stress. Pourquoi? Le stress fait monter la température d'un coup à l'intérieur du corps. Cette chaleur, il faut l'évacuer. Et le corps, eh bien, un des moyens pour évacuer, c'est par le haut, par le bas, rapidement, et évacuer ce stress. C'est pour ça que souvent on dit, vite, j'ai un problème de toilette, on va dire. Bon,
vite, 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 il faut que j'arrête, mais il faut pas que mais peut-être que cette fonction d'évacuer quelque chose, elle est importante. Mhm. Et donc, se référer au corps, c'est essentiel. Alors après, quand on est petit, il faut faire attention à la déshydratation et tout ça, mais je ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment d'un stress existentiel, quelque chose qu'on vit qui est difficile pour nous. Et donc, notre corps, finalement, évoque quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé dernièrement. C'est marrant parce que j'ai reçu un message sur mon téléphone. Mon cœur me disait agis de telle manière. Ma tête me disait agis de telle autre manière. Et mon corps a fait grimper les options, comment dire, les actions du papier toilette, si vous voyez ce que je veux dire. Mon, 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 comment dire, mon corps a tout de suite montré que, que j'étais en stress. Mhm. Eh bien, ça m'a permis de prendre la décision, la bonne décision. Je me suis dit, OK, entre la tête et le cœur, mon corps a pris la décision, cette situation est très stressante, donc je prends telle décision. Voilà. Mhm. Donc, se référer au corps, c'est essentiel. Oui, alors justement, il y a une question qui est de l'ordre d'une consultation un petit peu. Je pense pas que tu peux répondre à ce genre de questions, mais moi j'ai envie d'y répondre si tu veux pas le faire, parce qu'on parle de stress post-traumatique. Je sais plus, je pense que c'est abordé dans ton livre, la question du stress post-traumatique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde malheureusement. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus sur les meilleures méthodes sur ce stress post-traumatique? Parce que Alors, moi, je oui, sais qu'il y a d'autres choses dont tu parles pas, oui, oui, mais bien sûr. Ah bah, qui sont après, intéressantes. tu pourras partager ton avis, bien évidemment. J'ai envie de dire que euh, la bonne méthode est celle qui vous parle, encore une fois. C'est pas parce que moi j'ai expérimenté une technique qui a marché pour moi ou pour des proches que Mhm. ça va bien fonctionner. Ce qui est Ouais, sûr, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été menées sur les techniques psychocorporelles comme l'EFT ou mhm. comme l'EMDR ou comme la sophrologie qui aident considérablement parce qu'elles font un lien entre le corps et l'esprit. Mhm. L'EFT, c'est une technique qui est donc EFT, euh, Emotional freedom, Emotional Freedom Technique. Moi, j'étais c'est sur ça. EMDR. Donc, et là, donc, on stimule des points d'acupuncture tout en disant des phrases Mhm. positives. Bon, et avec tout un travail d'anamnèse, c'est-à-dire de recherche des antécédents par le thérapeute. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, ce qui est absolument formidable et qui aide considérablement sur des choses très anciennes. Euh, donc ça peut être super bien. Le MDR aussi. Et Ouais. le MDR, en plus, il y a une étude qui a montré que c'était vraiment probant auprès des vétérans aux États-Unis, vétérans de guerre. Bon, Mhm. donc, grande efficacité. Mais pour quelqu'un d'autre, par exemple, qui va aller voir un kinésiologue. La kinésiologie, c'est une pratique qui utilise le réflexe musculaire pour faire parler le corps dont on parlait il y a 5 minutes. Imaginons quelqu'un qui, qui ne comprend pas pourquoi elle a des peurs en elle. Rien n'explique dans sa vie pourquoi il y a des peurs. Bon. Et elle va aller voir une kinésiologue parce que tout d'un coup, euh, on lui parle de ça et elle ne sait pas trop, elle va voir. Et que la kinésiologue, grâce à cet outil, permet, alors c'est pas de la voyance, c'est très étonnant, mais en cherchant avec le réflexe musculaire, permet de faire parler le corps en posant plein de questions. Et donc, eh bien, votre corps semble indiquer qu'à l'âge de 5 ans, vous avez vécu un très grand choc. Ah oui, 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 imaginons, j'ai perdu mon père, ma mère, ma grand-mère qui m'élevait. Bon, ok. Et ben, depuis ce jour-là, peut-être, madame, que votre âme d'enfant, qui croyait que les parents étaient toujours là pour protéger, a pris conscience qu'un parent pouvait disparaître et la peur s'est inscrite en vous. Bon. Eh bien, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin d'autre thérapie
et que simplement faire le lien entre ma grand-mère qui est morte et qui m'est levée et mes peurs, et se dire que tout d'un coup, ces deux choses sont peut-être liées et qu'aujourd'hui, j'ai des ressources en tant que mère, en tant que père, en tant que professionnel, en tant qu'adulte, et que je peux venir à bout de ça parce que j'ai vécu d'autres morts et que finalement, ben, la mort, ben, le deuil, ça prend du temps, mais qu'on s'en relève un jour, eh bien, tout d'un coup, eh bien, la grand-mère, on va se dire, mais moi, ma grand-mère, au final, je pense à elle tous les jours et elle est tout le temps là après moi et il n'y a aucune raison que ça impacte ma vie. Et tout d'un coup, la peur s'en va et on ne sait pas comment. Et on a juste vu une kinésiologue une fois. Et peut-être que quelqu'un d'autre va aller voir une kinésiologue, il ne se passera rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne va pas calquer nos schémas sur les gens. Comme tu as pu le remarquer dans le livre, j'aborde les thérapies, mais je n'ai pas fait d'annuaire ni rien, parce que c'est le chemin que chacun doit faire. Ça, c'est le thème de conclusion qu'on va aborder tout de suite pour finir, parce que c'est très important. Juste pour compléter, effectivement, sur le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, il y a des très bons résultats avec les thérapies psychédéliques, comme tu le sais. Hein. Alors, tu n'en parles pas dans le livre parce que c'est encore trop nouveau, c'est préliminaire en France. Tes interlocuteurs n'abordent pas le sujet, voilà, parce que ça va venir. En Suisse, on peut déjà bénéficier de choses, et aux États-Unis, bien sûr, c'est déjà beaucoup avancé. Et en tout cas, sur cette problématique-là, en particulier, il y a des très bons résultats hein, avec les thérapies psychédéliques. Donc ça, c'est encore pour le futur. Pour finir, oui, je voulais qu'on parle de cette notion de responsabilisation du patient que tu viens d'évoquer là déjà un peu en filigrane, parce que c'est vraiment aussi l'idée que c'est un chemin de vie, c'est un chemin de guérison qui est personnel à chacun, qu'il ne faut pas tout attendre du thérapeute, fut-il formé à tout un tas de méthodes, etc. C'est soi-même aussi qui décide de son chemin de guérison en partie. Bien sûr, il y a des choses plus difficiles à gérer que d'autres, évidemment. Il y a cette idée qu'on peut attirer à nous aussi un futur de guérison. Quelque part, tu parles de cette notion d'attracteur qui est bien sûr une notion qui m'interpelle beaucoup aussi. Ça, c'est vraiment important, cette notion de responsabiliser le patient. La relation, on parlait donc le lien corps-esprit fondamental, mais la relation soignant-soigné, c'est aussi une unité dans laquelle le soigné a un rôle très important à jouer. Et ça, je voulais qu'on termine là-dessus parce qu'il ne faut pas être dans une position de passivité. Tu abordes les notions de transfert, contre-transfert aussi, qui sont des notions psychanalytiques, mais qui existent aussi dans la relation de soins ordinaire, on va dire. Et là, c'est quand même important aussi de terminer là-dessus, je pense. Absolument. Je t'en remercie vraiment, Jocelyn. Euh, le réflexe on a depuis toujours, c'est que quand on a un problème, qui soit existentiel ou un problème de santé, on va aller voir un thérapeute et puis on lui donne notre fardeau. Mhm. Occupe-toi de mon traitement et en attendant, je me fais les ongles. Et on a ce réflexe. C'est gère ma maladie. À travers ce livre, Il y a une responsabilité de la médecine conventionnelle là-dedans. Excuse-moi de te couper, mais oui, il y a ce paternalisme aussi qui vient de cette médecine. mais bien sûr, absolument. Et c'est là où reprendre notre position. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mon médecin ne m'écoutait pas, depuis que j'ai lu votre livre, maintenant il m'écoute. Mais le médecin n'a pas changé, ou le thérapeute, j'en sais rien. C'est lui qui s'est positionné autrement. Il sait qu'il a un rôle à jouer. Et là, ce qui est fondamental, et moi je crois que c'est vraiment une notion qui est essentielle, c'est le rôle qu'on a à jouer en tant que patient, en tant que futur soigné. C'est-à-dire que on, quand on a compris que grâce à l'effet placebo, qui est capable de guérir dans 35% des cas en moyenne, 70% des cas dans le cas de dépression, de migraine, 90% dans le cas d'arthrose. Euh, Cet effet placebo, c'est effectivement la croyance d'attente que
que le dit médicament va nous guérir. Voilà. Eh bien, une fois qu'on sait que c'est prépondérant dans la maladie, dans la guérison, pardon, eh ben, c'est effectivement essentiel de se positionner autrement. Et là, est-ce que par hasard, tu as une douleur quelque part, Jocelyn, ou je sais pas, hein, sans dire quoi, mais quelque chose, ou sinon, on peut imaginer que tu as quelque chose pour te proposer de faire un exercice et proposer à tous ceux qui nous écoutent de faire l'exercice en même temps. Écoute, non, je te remercie. Là, j'ai rien qui me Ah, vient à rien. l'esprit. Bon, J'ai alors on pas de va douleur. imaginer une situation, d'accord? On va imaginer une situation et imaginons que tu as un bobo quelque part ou que tu as eu, tu vois, que tu as eu quelque chose. Bon, voilà. Et pense à un truc que tu as eu. Bon, voilà. Et donc, Gérard Osterman, il pose ces questions qui, pour moi, sont fondamentales et qui permettent de voir les choses tellement autrement. Il dit, imaginons que pendant la nuit, un guérisseur céleste, appelons-le comme ça, soit venu dans votre chambre et vous est entièrement guéri. Vous n'êtes absolument pas conscient qu'il vous a guéri, mais vous vous réveillez le matin en totalement guéri. Comment est-ce que tu vas savoir, je te pose la question Jocelyn, et je demande à ceux qui nous écoutent de se poser la question, comment tu vas savoir que tu es guéri? Oui, je me souviens du passage dans le livre. En fait, j'aurai plus de douleur. Voilà, C'est ce que je vais dire. voilà, tu n'auras plus de douleur. J'aurai Ok, plus mal. tu n'auras plus mal, très bien. Maintenant, quelle est la première personne de ton entourage qui va se rendre compte que tu es guéri? Eh bien, ma compagne, je dirais. Ta compagne. Très bien. Qu'est-ce qu'elle va te dire en découvrant que tu es guéri? Elle va me dire que j'ai l'air d'aller mieux. Oui, mais précisément, elle te dirait quoi? Ben, que j'ai bonne mine, Ah ben voilà, quelque chose comme ça. voilà, que j'ai bonne mine. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait un problème au genou ou au dos, ah, j'ai l'impression que tu boites plus. Ben, ah, mais tu as continué à grandir, tu as l'air plus grand, parce que ça devient plus grand. Tu fronces moins les sourcils parce qu'on n'a plus la migraine. Mhm. Après, une autre question, ça va être, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire maintenant que tu es totalement guéri et que tu ne faisais pas avant? Mhm. Bon, et on pose comme ça les questions, et en se prenant le temps de se poser vraiment les questions, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on se place dans la guérison. Mhm. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se réduit pas à notre maladie, on est déjà en contact avec nos parties saines, avec quelque chose de la guérison, quelque chose qui fait du sens, où on se projette. Et c'est le professeur Patrice Queneau, donc doyen de la faculté de médecine, qui dit, même dans les cas les plus graves, des cancers très graves, il est essentiel de toujours se référer à une possible guérison. Mhm. Mhm. Toujours. Euh, et c'est pour ça que les médecines parallèles, elles sont si importantes. C'est qu'elles touchent très souvent le bien-être plus que la guérison. Mais si j'ai une maladie grave et que tout d'un coup, en allant faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de la naturopathie, de l'aromathérapie, différentes choses comme ça, tout d'un coup, il y a des sens, des huiles, des odeurs, je marche dans la nature, mon corps finalement n'est pas simplement un corps qui réceptionne la chimiothérapie, mais un corps qui est capable de marcher, un corps qui est capable de sentir, un corps qui est capable de voir les bourgeons qui se renouvellent et qui m'indiquent de manière totalement inconsciente que toute la vie passe son temps à se renouveler, mes cellules qu'on passe leur temps à se renouveler, et que c'est donc d'ailleurs pour ça que la guérison elle est possible. Eh bien, tout ce qui constitue, on va dire, des pratiques qui ne touchent peut-être qu'au bien-être, Mhm. eh bien, me place dans une dynamique où la vie recircule, où la vie est plus, comment dire, où je me projette guéri,
Et comme le dit professeur Osterman, c'est essentiel, c'est ce qui voilà, apporte la grande guérison. Mhm. Tu peux garder des questions. Merci infiniment, Natacha. J'ai pris les questions au fil de l'eau, mais tu répondais de toute façon, puisqu'on c'était dans la discussion. On va te libérer parce que tu as beaucoup eu de déplacements ces derniers temps. C'est gentil. Je suis On un a, petit peu fatiguée. on a dit, en tout cas, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup. Je recommande vraiment ton livre. Se donner toutes les chances, vive la médecine intégrative. On aurait pu le sous-titrer aussi comme ça. C'est passionnant. Bravo. Écoute, on est ravis d'avoir pu échanger avec toi et puis on espère revoir bientôt. Ouais, et puis vraiment un immense merci à la bienveillance de tous et puis et surtout à l'intelligence de tes questions et puis comment dire d'avoir remarquablement bien préparé cet entretien. Ça arrive pas souvent que ça soit autant complet et le livre il a été lu et mille merci. Merci aussi Najib pour l'organisation. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer et je suis ravie. Je suis vraiment, vraiment ravie. C'était un grand plaisir et j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée aussi. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Au plaisir, Natacha. À bientôt. Merci et belle vie à ta revue native Merci. et puis qui est une magnifique revue. Et tu l'as pas là pour la montrer à tout le monde? Oui, j'ai Native, bien sûr. Alors, J'ai toujours un Native à portée de main et on prépare un nouveau magnifique, numéro une pour revue magnifique. le mois de mai. Pour le mois de mai. Voilà, magnifique revue. Voilà. Et puis merci encore et à très bientôt à tous. Et je vous embrasse avec le cœur, comme je fais toujours. Merci. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt. Au revoir.